bonjour. Pour le cours de, de ce matin, donc on va essayer de jeter un coup d'œil sur un deuxième composant qui est les servlettes. Donc jusqu'à présent, on a travaillé avec les pages GSP. On a dit que les pages GSP, normalement, c'est la couche présentation dans laquelle on va travailler généralement avec du HTML. Et si jamais on a besoin du code, donc on avait l'occasion d'ajouter du code Java. Mais on a dit que par la suite, les traitements, on va les confier pour la servlette. Et ce qu'on va garder dans la GSP, c'est juste la partie front-end, ça veut dire c'est juste la couche présentation. Si jamais on a besoin d'un traitement au niveau de la page GSP, c'est là qu'on va utiliser la bibliothèque GSTL, donc la bibliothèque standard des tags pour les pages GSP. Donc on les a vus la séance dernière, donc on a dit que ça permet de faire des traitements juste avec des balises sans avoir à solliciter le code Java. Donc généralement, quel est le but des servlets? C'est de minimiser le code qui est présent, bon on parle du code Java, qui est présent dans la page GSP, et tous les traitements, tout le code de Java, donc on va le mettre dans la servlette. Quoique, il y a toujours un lien entre les servlettes et les pages GSP. Ça veut dire la servlette, il va ordonner à la page GSP de s'afficher. Et donc l'utilisateur, il serait toujours l'intermédiaire avec l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il aurait toujours accès à la page GSP. C'est la couche de présentation, c'est la première couche. Donc c'est le premier niveau que va percevoir le client. Donc la servlette, c'est un programme d'application web qui est écrit avec du Java. Donc une servlette, c'est une classe Java. Donc on a dit que les pages GSP, c'est du code HTML, plutôt c'est des balises HTML dans lesquelles on va insérer du code Java. Alors que inversement, la servlette, c'est une classe Java à l'intérieur de laquelle on peut ajouter du code HTML. Donc c'est une classe qui va s'exécuter sur le serveur en interaction avec le client distant et va délivrer en fin de compte donc toujours l'HTML qui est envoyé vers le client. Donc le client peut accéder à la servlette avec le navigateur par une URL. Donc ça veut dire que sur l'URL, il peut mettre le nom de l'application /index.jsp comme il peut mettre servlet1.java. Donc c'est le même chose. Bon, c'est pas la peine de mettre l'extension. Donc on va voir qu'il y a des alias. C'est-à-dire que chaque servlet, on va lui attribuer un nom. C'est le nom que va être utilisé pour accéder à la servlette dans l'URL. Donc il y a toujours la requête et la réponse, donc il y a toujours les deux objets HTTP request et HTTP response. Donc c'est les deux objets qui permettent de modéliser la requête que va envoyer le client vers le serveur et la réponse que doit formuler le serveur vers le client. Et maintenant du côté du serveur, donc on a dit qu'il y a des conteneurs, un conteneur de servlet, un conteneur GSP. Donc pourquoi le conteneur? Ça veut dire que c'est un élément, c'est à lui d'interpréter le code dynamique, ça veut dire le code Java. Que ce soit au niveau de la servlette, que ce soit au niveau de la GSP. Donc maintenant la structure d'une servlette, donc on a dit que la servlette c'est une classe Java, donc ça revient à déclarer une classe. Donc une classe qui hérite de HTTP servlet, donc il y a servlet, il y a HTTP servlet, donc si jamais on est sûr qu'on va utiliser le protocole HTTP, donc on peut travailler directement avec la classe HTTP servlet pour dire que la classe ou bien la servlette qu'on va déclarer, qu'on va appeler hello servlet, donc il va hériter d'HTTP servlet. Maintenant à l'intérieur, donc il y a plusieurs fonctions qu'on peut implémenter. Il y a la méthode init, il y a la méthode destroy. Donc init c'est la première fonction qui va s'exécuter lorsqu'on va charger la servlette pour la première fois, ou bien lorsqu'on va solliciter la servlette pour la première fois. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on va la déployer chez le serveur. Et la fonction destroy, donc c'est la fonction qui va être sollicitée lorsqu'on va cette fois-ci enlever la servlette ou bien détruire la servlette. On n'a plus besoin de la servlette, c'est là qu'on va solliciter la méthode destroy. Par exemple, si on veut établir une connexion, donc on ne va pas l'établir dans destroy ni dans aucune des fonctions, mais normalement on doit la mettre dans init de telle sorte à dire que lorsqu'on va se connecter pour la première fois, lorsqu'on va charger la servlette pour la première fois, donc c'est dans la méthode init qu'on doit établir la connexion à la base de données. Maintenant à l'intérieur, donc on déclare ce qu'on appelle des services. Par exemple, si jamais on travaille avec la méthode get, donc il faut redéfinir la méthode doGet, et puisqu'on dit redéfinir, ça veut dire que cette signature, on ne doit pas la changer. Donc c'est la même signature, donc public void doGet, elle fait le lien entre la requête et la réponse, donc il peut générer deux exceptions, servlet exception et impose output exception. Maintenant à l'intérieur de la méthode, donc on a dit que c'est du code Java, mais si jamais à l'intérieur de ce code Java, donc on a besoin d'afficher du code HTML, donc ça revient juste à mettre out.println. Donc ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a fait dans la page GSP. Donc dans la page GSP, on avait mis les pourcentages des deux côtés et à l'intérieur des pourcentages, on a mis out.println. Donc la première différence, c'est que dans la page GSP,
Le out, il est accessible directement. Donc, c'est un objet qui est prédéfini dans la page GSP, mais la servlette, il ne le reconnaît pas. C'est pourquoi la première des choses, il faut dans la réponse récupérer l'élément qui permet d'écrire dans la réponse, donc le nom de la réponse qui est déclaré comme argument. Point getWriter, donc c'est l'élément dans lequel on peut écrire à la sortie. Et bien sûr, on va le récupérer. Donc, on l'a nommé out. Bon, c'est juste un nom, on peut le changer. Donc, on a adopté juste out pour dire que c'est le même objet out qui était dans la page GSP. Et maintenant, lorsqu'on va essayer d'ajouter du code HTML sur la servlette, donc ça revient juste à mettre out.println. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est des balises HTML. Donc, on peut écrire avec des balises HTML. Si jamais on met juste du texte, donc il va prendre le texte, il va l'afficher. Le HTML, ce n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de présentation et de balisage. Donc, si on met un texte directement, donc il va le prendre et il va l'afficher. Bien sûr, on peut ouvrir des balises, on peut les fermer. Donc, tout ça, on peut le faire à l'intérieur de la servlette. Donc, l'API des servlettes. Donc, quelle est l'utilité de l'API? Donc, il est conçu pour agir selon un modèle de requête-réponse. Donc, tous les protocoles utilisant ce modèle peuvent être utilisés. C'est-à-dire, même si on va travailler avec un autre protocole, donc on peut opter pour une servlette générique. C'est-à-dire, on ne va pas dire qu'elle hérite de HTTP servlet, mais on va dire qu'elle hérite de servlet d'une manière générique. Donc, pour dire que l'API servlet, il propose deux types de classes. Donc, il y a les classes qui permet de développer des servlets génériques indépendants du protocole. Donc c'est ce qu'on retrouve dans Java X.Servlet. Il y a aussi les classes qui reposent sur le protocole HTTP. Donc c'est les Java X Servlet HTTP. D'ailleurs, lorsqu'on va revenir vers l'exemple précédent, donc on a mis que la servlet Hello Servlet, elle hérite de la classe HTTP Servlet. Ça veut dire qu'on était sûr qu'on va utiliser le protocole HTTP. Et donc directement, on a travaillé avec HTTP Servlet. Maintenant, à l'intérieur de la servlet HTTP, donc on a dit que on peut déclarer plusieurs classes, plusieurs méthodes plutôt. Donc on a dit qu'il y a la méthode init, donc c'est la première méthode que va s'exécuter lorsqu'on va charger la servlette, lorsqu'on va la solliciter pour la première fois. Et destroy, c'est lorsqu'on n'a plus besoin de la servlette, lorsqu'on va détruire la servlette. Maintenant à l'intérieur, donc il y a plusieurs méthodes qu'on va utiliser. Il y a do get, do post, do head, donc ça dépend du protocole qui est utilisé, bien de la méthode d'échange de données. C'est-à-dire si on est dans un formulaire, l'action du formulaire c'est une servlette. Et la méthode du formulaire c'est get, donc directement lorsqu'on va se retrouver sur la servlette, donc il va exécuter directement la méthode doGet. De même, si on travaille avec post, on doit retrouver doPost. Alors que doHead, donc il est utilisé pour récupérer les informations sur un document, soit son type, capacité, date de dernière modification. Donc tout ça, on utilise dans ce cas la méthode doHead. Donc une servlette doit forcément implémenter au moins une des méthodes doGet, doPost ou bien doHead afin de traiter une requête entrante. Ça veut dire que si on n'a pas l'une des trois, ça va causer un problème parce qu'il y aurait une requête entrante, mais on ne va pas savoir quelle est la méthode qui doit traiter cette requête. Bon, généralement, on peut même déclarer une seule méthode, et cette méthode, on va l'appeler à la fois dans doGet, doPost, mais si jamais on va opter pour une seule méthode, donc directement, on va travailler avec une seule méthode, soit doGet, soit doPost. Maintenant, pour déclarer une servlette, donc c'est là qu'on va utiliser le fichier de déploiement, c'est le fichier web.xml. Donc il se peut que lorsque vous avez créé vos projets, vous allez retrouver un fichier qui s'appelle web.xml. Donc à l'intérieur de web.xml, on va déclarer toutes les ressources. Parmi ces ressources, on va déclarer les servlettes. Bon, on va le voir du côté de NetBeans. Donc la mise en place d'une servlette se déroule en deux étapes. Donc nous devons premièrement déclarer la servlette, puis on doit faire la correspondance avec un URL. Donc j'avais déjà parlé, on a dit que on n'a pas besoin de spécifier le nom et l'extension de la servlette. C'est-à-dire que si jamais la classe s'appelle test.java et on va lui attribuer un alias test, donc c'est pas la peine d'écrire test.java, directement on va mettre le nom c'est test. Donc là on doit spécifier le nom de la servlette, on va lui attribuer un nom et on va définir la classe à partir de laquelle on va créer la servlette. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser le même nom, c'est-à-dire on peut travailler avec la classe test, mais ici on peut mettre test servlet. Donc rien ne nous empêche d'avoir deux noms qui sont différents. Et en plus de ça, on doit définir le mapping. Donc c'est quoi le mapping? C'est la correspondance entre le nom de la servlette, par exemple celle qu'on a appelée test, avec l'URL pattern ou bien ce qui va s'afficher dans l'URL, dans la barre d'adresse. Ça veut dire que si jamais on va taper test, on va solliciter la servlette test, on ne va pas retrouver dans l'URL test, mais on va plutôt retrouver test servlet. Donc c'est le rôle de l'URL pattern. Ça permet à la fois de cacher le nom de la servlette, ça veut dire que on ne va pas reconnaître que le nom c'était test, donc on ne peut pas accéder directement à la servlette, mais on doit passer par un URL pattern, c'est le nom qui va s'afficher ou bien sur la barre d'adresse.
Maintenant, comment ça marche? Donc, pas de méthode main, mais ce sont plutôt des méthodes service. Donc, les services, ils vont solliciter soit la méthode do get, soit do post. Ça dépend de la méthode qui a été utilisée pour envoyer la requête et recevoir la réponse. Donc, soit si jamais on va travailler avec une servlet générique, donc directement on va solliciter la méthode service. Maintenant, si on travaille avec HTTP servlet comme c'est le cas pour nous, donc on va directement solliciter soit la méthode doGet, soit la méthode doPost. Ça dépend de ce qui a été utilisé dans la requête. Bon, par défaut, c'est doGet, c'est-à-dire qu'il est préférable toujours de mettre doGet parce que par la suite, il y aurait le point d'entrée, ce serait la servlet. Et la méthode par défaut, c'est doGet. Donc, si on veut que la servlet exécute dans un premier temps la méthode doGet, donc il faut toujours commencer par déclarer la méthode doGet. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans le package JavaX Servlet HTTP? Premièrement, on retrouve la classe qu'on vient de définir, c'est la classe HTTP Servlet. Donc, ça permet de gérer les servlets pour recevoir des requêtes et envoyer des réponses. Il y a aussi les objets requêtes et réponses. Donc, c'est si jamais on a besoin de récupérer une information que l'utilisateur a envoyée dans la requête, donc on va la récupérer à partir de l'objet HTTP Servlet Request. Maintenant, si on veut mettre des informations dans la réponse, c'est comme le cas de ouch.println, donc il fait référence à la réponse. Donc là, on doit accéder à travers l'objet HTTP Servlet Réponse. Les sessions, donc c'est un mécanisme qui est utilisé même du côté des servlets. Donc donc la session elle est créée du côté du serveur. Donc on peut toujours récupérer la session à travers l'objet HTTP session, request.getSession. Et il y a aussi servlet context, donc c'est pour la gestion de contexte de l'application, c'est-à-dire si jamais on a besoin de définir des paramètres ou bien des valeurs, donc on va les déclarer dans cet objet-là. Et request dispatcher, donc c'est lui qui permet de forwarder, ça veut dire il permet à la servlet de solliciter une page GSP. Donc tous ces objets, on aura l'occasion de les utiliser dans l'exemple pratique. Donc on a dit qu'il faut déclarer les méthodes service, donc soit doGet, soit doPost, mais on n'est pas en train de les déclarer, mais plutôt on est en train de les redéclarer. C'est pourquoi lorsque vous voulez les redéclarer, bon, premièrement il y a la notation override qui va s'ajouter. Et en plus de ça, on doit adopter la même signature. Donc on ne peut pas changer dans la signature. En plus de ça, on a dit qu'on peut déclarer les deux méthodes init et destroy. Donc on a dit que init, ça permet... Donc init, c'est la méthode qui va s'exécuter lorsqu'on va charger la servlette pour la première fois. Et destroy, c'est elle qui va être sollicitée lorsqu'on va détruire la servlette. Bon, ça, ce sont les interfaces et les classes qu'on peut utiliser dans l'API JavaX Servlet HTTP. Donc on a parlé déjà de HTTP Servlet Réponse et Request. Donc on a dit que ces deux-là, c'est eux qui permettent de récupérer la requête que le client il a envoyée vers le serveur et de l'objet qui va contenir la réponse de la servlette selon le protocole HTTP. Il y a aussi la session qui permet de définir un objet qui représente une session. Il y a aussi les classes cookies, donc si jamais on a besoin de travailler avec les cookies, HTTP Servlet dont on va hériter lorsqu'on va définir une servlet, et HTTP Utils, donc c'est la classe qui propose des méthodes pour le développement de servlets HTTP. Maintenant, quelles sont les méthodes sur l'objet request? Donc request c'est la requête que va envoyer le client vers la servlet. Donc si jamais on a besoin de récupérer un paramètre, donc on avait déjà l'occasion d'utiliser cette méthode getParameter. Donc lorsqu'on a mis request.getParameter, donc c'était pour le but de récupérer une valeur d'un paramètre d'un formulaire. Si jamais ce paramètre, ou bien cet élément, il permet de retourner plusieurs valeurs à la fois. Donc on peut utiliser cette fois-ci getParameterValues, donc qui permet de retourner un tableau de chaîne de caractères. De même, une énumération donc pour getParameterName, si jamais on ne connaît pas les noms des éléments qui sont sur le formulaire. Cet attribute, getAttribute, donc c'est pour utiliser quelque chose ou bien pour mettre un attribut ou bien récupérer un attribut dans la requête. Donc c'est le même principe que pour la session. Donc pour la session, on avait mis cet attribute getAttribute, sauf que dans ce cas-là, l'objet il est accessible durant tout au long de la session. Alors que si jamais on va mettre request.get ou bien .setAttribute. Donc cet objet, on va le stocker dans la requête et donc il est accessible juste entre le client et le serveur, c'est-à-dire on va l'embarquer dans la requête et après la requête, donc on ne va plus le retrouver. Donc on a dit que le protocole HTTP c'est un protocole sans état. Ça veut dire que si jamais on va mettre une information dans la requête et on va réenvoyer une deuxième fois la même requête, donc tout ce qui était dans la première requête, donc on ne va plus le récupérer. Il y a aussi getAttributeName pour récupérer tous les attributs qui sont stockés dans la requête et removeAttribute, donc chose qui n'était pas présente dans la session. Donc dans la session, il n'y avait pas de méthode qui permet de supprimer un attribut, alors que dans la requête request, donc il y a une méthode qui permet de supprimer un attribut si jamais on n'en a plus besoin.
Maintenant pour l'architecture globale. Donc dans le premier chapitre architecture G2E, donc on a déjà parlé de l'architecture générale. On a dit qu'il y a un client léger. Donc il y a du code qui va s'exécuter chez le client. Donc on a pris l'exemple de JavaScript. Donc il y a plusieurs variantes de JavaScript ou bien CSS, HTML. Donc tout ça, ça s'exécute côté client. Maintenant, du côté du serveur, donc il y a une couche web, il y a une couche métier, il y a une couche pour l'accès aux données. Donc la couche web, il contient à la fois les contrôleurs, les modèles et les vues. Donc ça, c'est le principe MVC. Donc MVC, M pour le modèle. Donc c'est les objets qu'on va créer et qui vont contenir des objets, ou plutôt des informations, ou bien des données. Le contrôleur, c'est la servlette. Donc c'est la couche contrôle. Et le view, ou bien la couche présentation, donc c'est pour la page GSP. Donc la première étape, toujours, on va solliciter des contrôleurs et non pas des vues. Donc le point d'entrée, ce ne serait plus une page GSP. Ça veut dire qu'on ne va plus taper dans l'URL le nom d'une page GSP, mais plutôt on va taper le nom d'une servlette. Bon, pour l'instant, on va ignorer cette partie-là, la couche accès aux données, donc on va l'ignorer. Donc c'est le chapitre suivant dans lequel on va travailler avec Hibernate. Donc là, on va s'intéresser juste à la couche web avec la couche métier et le client. Ça veut dire qu'il y a un client, généralement c'est un client qui est léger. Donc, qu'est-ce que va faire le client? Donc, la première étape, c'est que le client va envoyer une requête de type GET ou bien POST vers le contrôleur représenté par le composant qui est la servlette. Donc, pour lire les données HTTP, donc on peut récupérer ces informations à travers l'objet request. Donc, ça veut dire que si jamais le client il va envoyer une requête avec un paramètre X, donc pour le récupérer, on va mettre request.getParamètre X. Donc, on peut toujours récupérer les objets qui sont embarqués à l'intérieur de la requête. Maintenant, le 2, il y a le contrôleur qui est la servlette. Donc, il va solliciter la couche métier. Donc, la couche métier, on a dit que c'est des classes. Donc, c'est quoi la couche métier? C'est la couche pour la programmation orientée objet, dans laquelle on va retrouver des classes. Et lorsqu'on dit classe, il y a des attributs et des méthodes. Ça veut dire que si jamais le contrôleur qui est la servlette, il va faire appel à la couche métier. Donc, il va faire l'appel pour retrouver ou bien pour effectuer des traitements. Effectuer des traitements à travers des méthodes. Maintenant, la méthode, lorsqu'il va s'exécuter, il va retourner un résultat. Ça veut dire que le R2, c'est la réponse à l'étape 2. Donc le contrôleur, il a demandé un traitement du côté de la couche métier. Et la couche métier, il va répondre par une réponse. Maintenant pour la troisième. Donc la troisième étape, c'est que le contrôleur, ou bien la servlette, il va stocker le résultat dans le modèle M. On a dit que le modèle, c'est la manière avec laquelle, ou bien les données qu'on va afficher dans la page, ou bien dans la couche présentation. Donc généralement le modèle c'est un objet qui permet de stocker toutes les données qui seront affichées dans la vue. Donc il faudrait les stocker dans le modèle avant de pouvoir les afficher dans la vue. Donc généralement le contrôleur il va stocker le modèle dans l'objet request ou bien dans la session pour pouvoir le récupérer parce qu'on va recharger, si jamais on a besoin de recharger la page, donc dans les informations sur le modèle on va les garder soit dans request si jamais on a besoin juste de le récupérer entre request à travers la requête que le client il a envoyée, soit à travers la session si jamais on veut retrouver cet objet tout au long de la session. Maintenant, la quatrième étape. Donc la quatrième étape, c'est que le contrôleur va faire appel à la vue GSP, c'est la page GSP qu'on doit afficher, en lui transmettant les objets. Donc les objets, les requests et réponses, donc directement ils seront accessibles à partir de la vue. Donc c'est le forward, donc c'est la méthode qui permettrait de forwarder à travers le contrôleur, on va ajouter une méthode forward qui permet de nous envoyer vers la vue. Maintenant, pour la vue, donc on est dans la cinquième étape. Donc la vue, il va récupérer le résultat à travers le modèle. Et puisqu'il va récupérer des informations, donc il peut les afficher. Donc il peut les retrouver même dans l'objet request et réponse, parce qu'on l'a mis dans la troisième étape dans l'objet request réponse. Donc la vue, il peut toujours récupérer les informations qu'on cherche à afficher. Et donc la dernière étape, puisque la vue, il a récupéré les informations à travers le modèle. Donc dans ce cas-là, l'étape, l'avant-dernière plutôt, donc l'avant-dernière étape, donc c'est que la page GSP il va générer dynamiquement dans la sixième étape un code HTML qui va contenir les résultats du modèle en utilisant l'objet réponse. Donc ça veut dire que les objets ou bien les informations qu'on a pu récupérer pour les envoyer, donc on va les mettre dans réponse. Et le résultat final c'est du HTML, ça veut dire que le R1 c'est la réponse à la première requête. Donc il y a la requête et la réponse. La requête c'est le point de départ et la réponse c'est le point d'arrivée. Donc dans ce cas la page HTML générée elle serait envoyée dans le corps de la réponse HTTP. Et la dernière étape c'est qu'on va visualiser l'HTML qui est reçu dans la requête, on va le visualiser dans la couche présentation du client et donc il va retrouver le résultat de tout ce traitement là sous forme d'une page GSP
qui va s'afficher sur le navigateur de ce client-là.